Bonjour à tous, bienvenue à cet atelier sur l'accompagnement des entrepreneurs sociaux dans les territoires ruraux. Voilà, j'espère que vous avez pu au préalable assister à la plénière d'introduction de cette journée du Forum des ruralités engagées en ligne, dans laquelle voilà, on revenait sur qu'est-ce que l'ESS en milieu rural, quels sont les enjeux et où on en est aujourd'hui pour renforcer toutes ces dynamiques qui participent à l'attractivité et au développement des territoires ruraux. L'objectif de cet atelier de presque 1 heure, ça va être vraiment de mieux comprendre quels sont les besoins en accompagnement des entreprises sociales dans ces territoires ruraux et derrière, quels vont être finalement les moyens qu'on va pouvoir adapter ou imaginer, quels sont les dispositifs finalement pour mieux soutenir ces porteurs de projets. Donc c'est un atelier qui finalement sera à destination des acteurs qui accompagnent, soit déjà des porteurs de projets d'innovation sociale, soit qui, se posent la question de comment, développer ces services dans des territoires, plus isolés géographiquement, avec des dynamiques économiques et des dynamiques de développement différentes que dans les pôles urbains. J'espère que tout le monde m'entend bien d'ailleurs, avec le casque. Donc aujourd'hui pour cet atelier, nous avions, 2 retours d'expérience, mais malheureusement, Éric Rossier de Famille Rurale n'a pas pu participer. Mais nous avons quand même la chance de, compter sur la présence de Josépha Porret, qui est responsable de développement territorial, chez Rhônalpia, donc incubateur d'entreprises sociales, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui va nous présenter une étude d'action qu'ils ont menée sur, les besoins en accompagnement des entrepreneurs sociaux, sur le territoire. Avant cela, ce qui serait intéressant, ce serait de, savoir qui est présent actuellement parmi les 67 participants. Donc voilà, vous avez un petit sondage pour savoir, si vous êtes plutôt, élu d'une collectivité, acteur de l'accompagnement, porteur de projet. Donc voilà, je vous laisse répondre. Et pour vous donner un petit peu le déroulé donc de cet atelier qui va, laisser quand même de la place aux échanges pour que vous puissiez aussi, voilà, poser vos questions et qu'on puisse avoir, des discussions, que ce soit avec Josépha ou avec moi ensuite sur cette question des besoins d'accompagnement. Donc on va commencer, par une présentation de Josépha et un temps de questions-réponses à la fin. Donc il y a également les questions-réponses, on pourra les prendre au fur et à mesure et voilà. Juste pour rappel, que je me suis pas présentée, mais je suis Floriane Vernet de l'Avise. Juste pour vous représenter un peu le contexte dans lequel on s'est, retrouvés à travailler sur cette question de l'accompagnement. Donc, Cécile Leclerc en a parlé ce matin lors de la plénière. Donc avec le RTS, on travaille sur le projet de Tresson, qui consiste à, analyser la place de l'ESS et ses conditions de pérennisation dans les territoires ruraux, donc voilà, pour renforcer les initiatives, sociales et solidaires. Et dans ce cadre-là, donc après avoir réalisé un certain nombre, d'études, et d'analyses, on a, pu faire remonter un certain nombre de priorités sur, comment, renforcer cette ESS et l'une d'entre elles, c'est vraiment de renforcer le maillage de l'accompagnement pour que sur l'ensemble des territoires soit couvert toute la chaîne finalement de développement d'un projet, qu'il y ait des dispositifs qui permettent d'accompagner les projets très émergents, qu'il y ait des dispositifs pour consolider des projets existants, qu'il y ait des dispositifs pour finalement différents types de projets, des projets collectifs, parfois des projets individuels, et que ça permette de couvrir l'ensemble du territoire. Donc la première étape, avant d'imaginer ou d'adapter ces dispositifs, ça va bien sûr être de mieux comprendre et mieux connaître ses besoins. Donc voilà, je vais tout de suite, laisser la parole à Josépha, donc qui est présente, pour qu'elle puisse, justement nous représenter quelle a été cette étude d'action menée par Rhônalpia et quels en ont été les constats, les résultats pour qu'on puisse en discuter par la suite. Super, merci Floriane. Vous m'entendez bien? Parfait.
Bonjour à tous et puis déjà, merci à Gavise, à RTES et à Village Vivant de nous avoir, invités aujourd'hui sur, cet atelier, table ronde. Comme l'a dit Floriane, l'idée c'est que je puisse vous présenter, l'étude d'action qu'on a réalisée, hem, au cours, en 2018 et qui nous a permis de designer ensuite, des dispositifs d'accompagnement qu'on teste aujourd'hui pour être le plus adapté aux besoins des porteurs de projets aujourd'hui. Je vais partager mon écran, hop. Vous me dites si vous le voyez correctement. Voilà. Je voulais vous représenter déjà rapidement Ronagpia. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc Ronagpia, c'est une association, loi 1901, qui a pour mission de détecter, sélectionner et accompagner des entrepreneurs sociaux, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, à différents stades de développement. Donc notre cœur de métier, c'est l'accompagnement et la création aujourd'hui. Mais depuis quelques années, on a développé, des nouveaux programmes pour accompagner à la consolidation et au développement de ces entreprises sociales, dans la région. Je vous ai mis une petite carte parce que comme vous le voyez, on n'a pas vocation, à aller en dehors de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a plutôt fait le choix de creuser le sillon et d'approfondir, mieux connaître encore un territoire qu'on aime beaucoup, qui est la région Auvergne-Rhône-Alpes, en développant justement des dispositifs d'accompagnement, toujours au plus près des porteurs de projets et en proximité, donc notamment avec le développement, dans les territoires, ruraux et périurbains. Donc ça fait vraiment partie de notre ADN. Ronagpia, c'est à l'origine un incubateur métropolitain qui s'est créé en 2013 à Lyon, puis à Grenoble, en 2016 pardon et à Saint-Étienne en 2017 et on s'est rendu compte que cette couverture métropolitaine, on va dire, ne nous permettait pas d'adresser correctement les besoins des entrepreneurs qu'on accompagnait, et qu'on voulait les accompagner au plus proche, de chez eux pour ne pas les déraciner de leur lieu d'impact. Donc on a commencé à explorer, à mieux comprendre, les problématiques des porteurs de projets sur ces territoires, rencontrer aussi les acteurs de l'accompagnement pour bien comprendre quel était le chaînon manquant, on va dire, en termes d'accompagnement de cette typologie de porteurs de projets. Donc on a commencé toutes ces explorations en 2018. J'avais essayé de détailler plus amplement, ce lancement de l'accompagnement, on va dire, dans les territoires ruraux et périurbains. C'était surtout, en fait, un appel du pied de nos bénéficiaires qui sont, les porteurs de projets, les entrepreneurs sociaux. Au moment de l'appel à projet, régional pour, le programme Incubation, qui est le programme d'accompagnement à la création d'entreprises sociales, 25 de nos dossiers de candidature provenaient, de territoires en dehors des métropoles. Donc c'était un signal assez fort, des porteurs de projets qu'on a essayé d'écouter en tout cas en se disant, comment est-ce qu'aujourd'hui avec, notre implantation en métropole, on répond à leurs besoins ou pas? Donc l'idée était de rencontrer ces porteurs de projets, d'aller à leur rencontre et de bien identifier quels étaient leurs besoins aujourd'hui et puis nous aussi savoir qui étaient ces porteurs de projets qui voulaient créer des entreprises sociales, en ruralité. Hem, donc rapidement, je voulais vous partager un peu toutes les questions qu'on a commencé à se poser au moment où on s'est dit: «Bon, on va aller rencontrer les porteurs de projets et les structures d'accompagnement pour bien comprendre qui sont-ils et quels sont leurs besoins». Donc à la fois sur les territoires en question, c'est-à-dire, est-ce que, il y a des enjeux clés, des besoins prioritaires sur cette typologie de territoire? Donc, nous, on a essayé d'explorer à la fois les territoires périurbains et les territoires ruraux. Quel est le potentiel aussi de porteurs de projets, sur ces territoires? Est-ce qu'on est plutôt sur, 1-2 porteurs de projets par an ou est-ce que c'est bien plus important? Et qui sont ces porteurs de projets aussi? Est-ce que c'est des porteurs de projets qui sont, en ruralité, mais qui veulent répondre à un besoin global, on va dire, par exemple régional ou qui pourrait être, essaimé aussi dans des métropoles? Ou est-ce que c'est vraiment des entrepreneurs qui ont identifié un besoin social, environnemental, propre à leur territoire et qui essayent d'apporter, une réponse, pérenne en partenariat avec l'écosystème local? Quelle est la nature de ces projets aussi? Est-ce que c'est des projets plutôt collectifs, individuels? Est-ce que c'est des projets plutôt, qui ont vocation à avoir, une activité commerciale ou pas? Et quelle est l'ambition de développement? Est-ce que, comme je vous le disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a un impact très local ou est-ce que l'impact il sera, plutôt à l'échelle, régionale et potentiellement essaimable sur d'autres territoires?
Donc, on a essayé de se poser et de poser un peu ce cadre-là à cette étude et puis aussi quels sont, les besoins des porteurs de projets aujourd'hui? Est-ce que c'est plutôt, une dimension collective, un apport d'expertise, de la formation, un lieu pour qu'ils puissent se retrouver? Donc on avait plein de questions à explorer à ce moment-là. Et puis aussi, quels sont les dispositifs déjà existants? Parce que l'idée de Ronagpia, c'est pas de faire doublon avec, différents dispositifs qui sont déjà existants, mais plutôt d'arriver en complémentarité pour, faire ce chaînon, de l'accompagnement et que ce soit, porteur à la fois pour le territoire et puis pour les entrepreneurs. Et nous, on avait des questions aussi très métiers qui étaient, comment on détecte aujourd'hui, ces porteurs de projets? Quels sont les critères de sélection pour être accompagnés? Quel type d'accompagnement? Donc à l'origine, on ne savait pas si ça allait être de la création, de la consolidation. Avec quels partenaires clés, pour développer ces programmes et quel rôle leur donner? Et puis aussi quels outils? J'ai entendu aussi dans la plénière, d'introduction, l'enjeu du numérique, c'est une question qu'on s'est posée aussi. Est-ce qu'on doit, développer ce type de plateforme pour avoir un réseau au niveau régional? Ou est-ce que l'idée, c'est vraiment de faire de la formation, et de l'accompagnement en local? Tout dépendait des besoins des porteurs de projets qu'on allait accompagner. Donc voilà pour le tableau un peu des différentes questions qu'on se posait. On a interrogé plus de 20 entrepreneurs. Je vous ai remis une petite carte. Plus de 20 entrepreneurs sociaux, interrogés, donc à l'échelle régionale, à la fois dans des zones montagneuses, dans des zones de revitalisation rurale, en périphérie urbaine aussi, autour de la métropole, où on se rend compte qu'il y a peu de dispositifs aussi sur ce type de territoire parce que tout est centralisé, en métropole. Donc voilà, on a essayé de voir large, on va dire, avec des porteurs de projets à la fois en création et en développement. Alors en création, pour pouvoir leur demander aujourd'hui, qu'est-ce qui te manque, pour faire grandir ton projet? Et puis des porteurs de projets qui avaient réussi à développer leur activité en disant plutôt, qu'est-ce qui aurait pu te manquer, quand tu as développé ta structure et qui t'a appuyé aujourd'hui pour la développer et la rendre, pérenne actuellement? Hem, hop, donc ces questions-là, on les a évoquées, voilà, avec ces 20 entrepreneurs, ce qui nous a permis de dresser, entre guillemets, une première typologie, une première réponse, on va dire, sur, qui sont ces entrepreneurs. Bien sûr, c'est pas, exhaustif, hein, on en rencontre encore tous les jours, donc ça aura vocation à évoluer. Aujourd'hui, ce dont on s'est rendu compte, c'est que c'est des entrepreneurs qui sont en reconversion pour la plupart, qui souhaitent, donner du sens à leur activité professionnelle. Donc souvent, c'est un changement de carrière, en fait, et des entrepreneurs qui veulent remettre, l'utilité sociale, on va dire, au cœur de leur action. Des entrepreneurs, donc Raphaël en parlait tout à l'heure aussi, des entrepreneurs qui s'installent, dans les territoires, en dehors des métropoles. Beaucoup de néo-ruraux ou alors des porteurs de projets, des entrepreneurs qui ont vécu sur ce territoire, qui ont travaillé en métropole pendant quelques années ou alors qui ont étudié, sur d'autres, villes, régions et qui reviennent sur leur territoire d'origine pour, identifier, des besoins et essayer d'y apporter une réponse. Donc voilà, on a un peu ces 2 typologies de porteurs de projets, une reconversion ou aussi des jeunes entrepreneurs qui sont restés sur leur territoire ou, comme je le disais, qui ont fait leurs études ailleurs et qui reviennent, peu de temps après pour développer leur activité. Donc on a à la fois cette double recherche, de reconversion, de rattachement à un territoire qu'ils connaissent, et aussi un choix d'une autre vie, on va dire, donc sortir des métropoles, avoir moins de stress, moins de perte de temps, qui est liée, au transport ou autre, que connaissent, les personnes qui vivent, dans les territoires métropolitains. On s'est rendu compte que l'installation de ces porteurs de projets, elle était pas forcément liée, en fait, à l'identification d'un besoin social, ou environnemental de l'entrepreneur sur un territoire spécifique, mais c'est plutôt ils ont fait le choix d'installation sur un territoire et ensuite, en rencontrant les acteurs du territoire, ils identifient des problématiques sociales ou environnementales auxquelles ils veulent répondre par le levier entrepreneurial. Et des entrepreneurs, voilà, on essaie de spécifier un petit peu les différentes, thématiques qui étaient abordées par les porteurs de projets. Beaucoup autour des nouveaux modes de consommation, donc l'alimentation, le circuit court, le gaspillage alimentaire, la consommation locale, le réemploi,
On parlait tout à l'heure des ressourceries, des matériothèques. On a beaucoup de projets dans ces thématiques-là aujourd'hui. Le lien social, qui arrive aussi assez régulièrement dans nos appels à projets, soit par la reconstitution de lieux, on va dire, pour accueillir du public, soit pour accompagner, par exemple, au vieillissement de la population et apporter du lien social à des personnes qui sont en état de mort sociale. C'est notamment un projet qu'on a accompagné l'année dernière qui s'appelle la RARE, qui fait un super travail sur ce sujet-là. Et puis, autour du handicap aussi. C'est des entrepreneurs qui veulent avant tout avoir un impact local et qui n'ont pas vraiment cette vocation à essaimer leur modèle ni ou à porter cet essaimage. Quand on leur pose la question, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent: «Oui, bah, pourquoi pas essaimer? Mais moi, je veux rester sur mon territoire, je veux y vivre, donc j'ai pas forcément, vocation à porter cet essaimage, sur d'autres territoires». Hop. Donc voilà, après avoir identifié la typologie des porteurs de projets, on s'est renseigné plutôt sur, quels sont les besoins en termes d'accompagnement. S'il y a des porteurs de projets, dans l'auditoire, n'hésitez pas à confirmer, infirmer, apporter, des éléments de retour parce que ça nous permettra aussi d'enrichir, cette étude-là. Un des premiers besoins qui est revenu, c'est vraiment la communauté, sortir de l'isolement. Retrouver des porteurs de projets, qui ont, la même vocation, qui voient l'utilité sociale, comme, principal moteur du développement de leur activité. Donc, j'avais noté, voilà, une sorte de collectif, réconfortant, rassurant. Déjà que la solitude de l'entrepreneur, c'est un vrai fléau, mais encore plus quand on se lance dans des enjeux sociaux et environnementaux, de son territoire. C'est aussi, pouvoir partager, tout simplement des bonnes pratiques pour, faire accélérer son développement et puis, aussi pouvoir apporter, avoir un effet d'opportunité de développement aussi, pour ces porteurs de projets. Donc, l'esprit communauté, sortir de l'isolement, c'est vraiment quelque chose qui est sorti en premier lieu. Ce qui du coup nous a fait poser la question du numérique en second temps, en se disant en fait, ce dont ont besoin les porteurs de projets qu'on rencontre, c'est pas de se rencontrer, forcément, sur une visio ou sur une plateforme, c'est vraiment d'avoir des échanges humains avec des entrepreneurs de leur territoire avec lesquels ils peuvent échanger. Un des autres enjeux, c'était aussi la mise en réseau avec des partenaires, opérationnels et financeurs au niveau régional. On disait tout à l'heure, il y a peu de réseaux, de financement ou de gros mécènes, on va dire, dans les territoires ruraux. Pourtant, ça fait partie, du modèle économique hybride des porteurs de projets qu'on accompagne aujourd'hui. Donc, le rôle de Ronagpia aussi, c'est donc de faire le lien avec, ces financeurs au niveau régional et local, quand on a des contacts spécifiques, pour permettre aux porteurs de projets de viabiliser, leur modèle économique. Donc ça, c'était un petit peu les 2 grands enjeux qui sont ressortis principalement. Ensuite, l'idée d'avoir un accompagnateur, un accompagnement individuel stratégique, local. On leur a posé la question, est-ce que, si c'est un accompagnateur qui est de Lyon, alors que vous êtes, en plein cœur de la Biovallée, est-ce que c'est un type d'accompagnement qui pourrait vous convenir? Et en fait, le retour était non. On veut des accompagnateurs de notre territoire, des accompagnateurs qui connaissent les réalités locales, qui pourront aussi nous permettre de faire, des mises en réseau, au niveau de notre territoire. Donc, il y avait vraiment un enjeu à, mmh, à rendre, à localiser, on va dire, l'accompagnement à la fois dans les ressources, qu'on propose et puis aussi avec les personnes avec lesquelles, on accompagne ces porteurs de projets localement. Et puis on avait posé la question de est-ce que Ronagpia, doit avoir son espace de coworking, présent localement pour que, vous ayez un bureau fixe, sur lequel, venir travailler toute l'année? La réponse était un petit peu plus mitigée, dans le sens où, quoi qu'il arrive, si Ronagpia avait un incubateur, par exemple, dans la Drôme, donc, si on est à Cray ou, à Die, la proximité pour les porteurs de projets n'est pas la même et quoi qu'il arrive, il faut des transports. Donc c'était pas forcément, quelque chose qui ressortait. Par contre, avoir des temps où on se retrouve dans un endroit pour échanger et puis potentiellement de la mise à disposition de salles pour, des rendez-vous
professionnels, pour pouvoir échanger avec des acteurs et des partenaires. Donc, le lieu, Rhône-Alpien, on n'a pas fait un socle, on va dire, dans son développement. Mais par contre, on s'est appuyé sur des lieux déjà existants pour participer aussi à la dynamique de communauté qui pouvait déjà y avoir dans ces espaces, et puis pour pouvoir permettre aux porteurs de projets de choisir aussi leur lieu en fonction de leur lieu d'habitation. Ce qui était aussi important pour nous, c'était de rencontrer les structures d'accompagnement, les partenaires de l'accompagnement comme France Active, comme les Fabriques à Initiative, comme d'autres réseaux aussi locaux associatifs qui peuvent exister, les CAE, pour pouvoir bien comprendre aujourd'hui ce qui était proposé et nous, ce qu'on pouvait proposer pour arriver en complémentarité des acteurs. Il s'avère qu'il y avait une place, entre guillemets, pour l'accompagnement et la création d'activités, notamment pour les porteurs de projets qui sont en phase d'amorçage, en fait, qui ont déjà une idée assez consolidée, mais qui ont du mal à passer de l'étape projet puis création. Donc, c'est les différents dispositifs qu'on a créés à la suite de cette étude d'action. C'est tourné plutôt vers ce type de dispositif pour des porteurs de projets à un stade de développement plutôt à l'amorçage. Je ne sais pas si Floriane, tu voulais que je parle tout de suite, des différents dispositifs d'accompagnement qu'on a pu mettre en place? Oui, tout à fait. Puis ça peut faire le lien avec certaines questions qui commencent à arriver dans le chat sur justement les modalités d'accompagnement de Rhône-Alpia et la complémentarité avec d'autres acteurs. Donc oui, oui, tout OK. à fait. Hop, donc les 3 dispositifs que je vais vous présenter, c'est vraiment des dispositifs qu'on teste, aujourd'hui. C'est des formats qui sont à la fois à destination des porteurs de projets, mais aussi des territoires, parce que l'idée, c'est d'avoir vocation à le faire en collectif et de coopérer avec les acteurs de l'accompagnement qui sont déjà présents pour qu'on unisse nos forces pour détecter les porteurs de projets et les accompagner. Donc, le premier dispositif que je vais vous présenter, c'est un cycle de 4 ateliers qui durent 3 heures. L'idée, c'est de se former et de goûter, on va dire, aux différentes thématiques qui sont propres à l'entrepreneuriat social, pour apporter soit à la fois des compléments de formation par rapport à des structures d'accompagnement plus classiques, on va dire, qui ne sont pas dédiées à l'entrepreneuriat social et aux entreprises sociales. Donc par exemple, pour vous donner un exemple d'atelier qu'on peut réaliser, c'est à la fois sur la charte sociale du projet, donc comment on identifie et on creuse le besoin social qu'on adresse, quelle vision et quelle mission on veut donner à la structure qu'on veut porter, et puis ensuite on va balayer par exemple le sujet du modèle économique hybride, de comment ça fonctionne, avec quel statut c'est possible, sur la gouvernance participative aussi, la mesure d'impact social qui sont pour nous un peu les 4 grands fondamentaux de l'entrepreneuriat social et des thématiques spécifiques à ce type d'entrepreneuriat. Donc, pour information, on va lancer ce cycle en Ardèche, dans le nord de l'Ardèche, dès le 6 octobre, et en partenariat justement avec l'AVIS et le programme Presson. Le deuxième dispositif qu'on propose, plutôt sous un format événementiel qui s'appelle Impact ton territoire et qui a pour objectif c'est sous un format de 2 jours pour structurer et fédérer des acteurs autour de son projet. Donc il y a une journée d'accompagnement qui est dédiée à Rhône-Alpia, où on accompagne une dizaine, une quinzaine de porteurs de projets sur un territoire. Et la deuxième journée, elle est plutôt co-construite avec les acteurs de l'accompagnement. Donc là, par exemple, on en a réalisé un à Voiron l'année dernière, à Ambérieu cette année, Ambérieu-en-Bugey. Cette deuxième journée n'a rien à voir d'un territoire à l'autre parce qu'on l'a co-construit vraiment avec les acteurs en place. L'idée pour les porteurs de projets, c'est d'avoir le temps d'une journée tous les acteurs de l'accompagnement autour d'eux pour pouvoir échanger. Et puis nous, on permet aussi aux porteurs de projets qu'on a accompagnés sur cette première journée de venir présenter leurs projets aux acteurs du territoire. Donc, souvent dans le public, on a le maire de la ville qui est présent, il y a des structures d'accompagnement, du financement, des citoyens aussi. Donc ça permet aux porteurs de projets de rendre visible leur activité ou leur projet pour qu'ils puissent fédérer différents acteurs autour d'eux et faire grandir leur projet. Et le dernier dispositif, c'est celui
qu'on a le plus expérimenté aujourd'hui, qui sont les incubateurs de territoire. Aujourd'hui, on a un incubateur dans la Drôme, en partenariat avec 3 communautés de communes, donc notamment autour de Cray et Die. Dans l'Ouest lyonnais, en partenariat avec 2 communautés de communes, la communauté d'agglomération de l'Ouest rhodanien, la communauté de communes du Pays de l'Herbrel et pardon, c'était 3, la communauté de communes des Monts du Lyonnais aussi. Donc plutôt dans l'Ouest lyonnais où on accompagne aussi 6 porteurs de projets cette année et pendant le confinement, on a réussi à lancer un incubateur dans le Pays voironnais, en partenariat avec la communauté d'agglomération et l'espace de coworking Voiron. On accompagne aussi 6 entrepreneurs sociaux depuis mai dernier. Donc c'est un dispositif, je vais revenir plus dans le détail de l'incubateur. C'est un dispositif qui dure 9 mois, qui est complètement gratuit pour les porteurs de projets et qui est lié à la fois à accompagnement collectif et individuel. Les objectifs pour le porteur de projet aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir un accompagnement fil rouge, on va dire, sur un temps long, pour à la fois construire et consolider son projet stratégique et son positionnement dans son écosystème local. Donc se dire par rapport aux différents acteurs déjà existants, comment je trouve ma place en tant que porteur de projet par rapport à l'offre ou le service que je veux développer aujourd'hui. Ce qui est la clé, on va dire, de Ronagpia aujourd'hui, c'est accompagner les porteurs de projet à garder et à intégrer la performance sociale ou environnementale au cœur de son projet. On se rend compte que c'est des projets qui sont compliqués, hein, à monter parce que c'est des modèles économiques qui sont assez spécifiques, hybrides et quand on a besoin de faire rentrer entre guillemets «de l'argent», ça peut être facile entre guillemets de mettre la performance sociale de côté. Donc nous on accompagne ces porteurs de projets justement pour qu'ils gardent cet aspect social et environnemental dans leur stratégie, dans le développement du projet. Renforcer son ancrage local et tester son modèle économique. Pendant l'accompagnement, on pousse beaucoup les porteurs de projets à prototyper leur offre, leurs services, leurs produits et d'aller à la rencontre de leurs bénéficiaires et de leurs clients pour adapter, potentiellement pivoter avant de lancer son activité. Et puis, on accompagne aussi, voilà, les porteurs de projets sur toute la partie modèle économique et prévisionnel, économique aussi et financier. Donc à la fois, c'est de l'apport en compétences, hein, sur des compétences de gestion et puis directement adapté au projet pour que, à la fin de l'accompagnement, le porteur de projet dispose de ce prévisionnel et des différents outils financiers. Ce qu'on essaye d'apporter, c'est à la fois de l'accompagnement collectif, donc à travers des formations collectives où on se retrouve avec les 6-7 porteurs de projets, sur des journées entières, mais aussi un accompagnement personnalisé, grâce à un coordinateur de programme qui est un petit peu le fil rouge de tout cet accompagnement et puis un accompagnateur individuel stratégique, qui sont des professionnels de l'accompagnement, des experts de certaines thématiques qui vont pouvoir, faire un accompagnement, on va dire, spécifique et personnalisé pour les porteurs de projets. Au-delà de cet accompagnement qui est proposé localement, Ronagpia, c'est 263 entreprises accompagnées, là jusque fin 2020. Donc l'idée, c'est aussi, d'appartenir à un réseau et à une communauté pour faire vivre, on va dire, et pouvoir échanger avec les différents porteurs de projets qui ne sont pas sur votre territoire. Hem Au-delà de ce que ça peut apporter pour, le porteur de projet, on se rend compte qu'il y a des effets, positifs aussi, pour le territoire parce qu'on travaille beaucoup en partenariat avec les collectivités locales, avec les acteurs de l'accompagnement. Ces incubateurs, ça permet aussi de détecter et attirer des nouveaux entrepreneurs, qui répondent à des besoins de son territoire. On s'est rendu compte que la présence du dispositif faisait venir aussi des porteurs de projets, d'autres territoires sur ce territoire-là. Bon, des territoires, frontaliers évidemment, hein, mais qui du coup, ils se «rapprochent» entre guillemets du dispositif et de leur lieu d'impact. C'est aussi, outiller des entrepreneurs qui manquaient d'accompagnement spécifique, hein, qui comme je le disais tout à l'heure, il y a, d'autres structures qui font de l'accompagnement de projets aussi, d'entrepreneuriat un peu classique. La présence de Ronagpia, permet voilà, de mailler aussi, différemment, la chaîne d'accompagnement autour de cette typologie d'entreprise.
Et puis animer un territoire en mobilisant ces parties prenantes, à travers, notamment, les événements Impact ton territoire où on co-crée, des solutions, directement pardon, avec les acteurs locaux. Et puis, connecter son territoire à un réseau régional. Je le disais tout à l'heure, le dimensionnement de la communauté Rhône-Alpes se fait à l'échelle régionale, donc ce qui permet d'avoir aussi des échanges avec des porteurs de projets qui sont au-delà du territoire. Je crois que j'avais fini. Bah, ça tombe bien, il y a des questions sur les derniers éléments que tu viens de nous présenter, notamment sur les programmes, différents programmes d'accompagnement donc, qui ont été imaginés et mis en place par Rhône-Alpia. Mmh. Il y a une question plutôt sur la durée d'accompagnement, 9 mois. Donc, tu dis jusqu'à 9 mois et une participante se demande si c'est pas trop long finalement dans l'accompagnement. Mmh. C'est des questions qu'on s'est posées effectivement. L'accompagnement collectif, il est resserré sur, 4 à 5 mois, donc on essaye d'avoir un lancement, on va dire, du programme d'accompagnement assez fort avec, les 8 journées de formation collective condensées sur les 4 à 5 premiers mois. Je dis jusque 5 parce que ça dépend en fonction des lancements. Si on a le mois d'août en plein milieu, on sait que les entrepreneurs partent aussi en vacances, donc on décale sur, sur le mois d'après. L'idée, c'est d'avoir, cet accompagnement un petit peu condensé. On avait testé la première année sur, 3 mois, sur l'accompagnement collectif. Sauf qu'on se rend compte que ça répond pas aux enjeux, que traversent les porteurs de projets. C'est-à-dire, faire une première formation sur, c'est quoi le besoin social auquel tu réponds et 5 3 à 4 semaines après, faire une formation sur le prévisionnel économique et financier. Les porteurs de projets, on n'était pas là. Donc c'était un petit peu en décalage, entre ce que Rhône-Alpia proposait en termes d'ateliers et de formation et le stade de développement où en étaient les porteurs de projets. On dit jusqu'à 9 mois parce qu'en fait, souvent les porteurs de projets, ils nous mobilisent même après les 9 mois, hein. Souvent l'accompagnement individuel, il perdure, même sur, 1 an. Et l'accompagnement individuel, voilà, il peut être, c'est 18 heures d'accompagnement individuel par un expert de l'accompagnement et après il y a le coordinateur de programme qui fait aussi suivi. Et en fait, c'est du temps long, les porteurs de projets, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de porteurs de projets qui, au bout de 4 mois, nous ont dit, «J'ai plus besoin de vous, au revoir Rhône-Alpia et mais merci quand même». Enfin, ce qui pourrait arriver, on était plutôt ouverts à ce que ça puisse arriver. Et aujourd'hui, là, sur, la trentaine de porteurs de projets qu'on a accompagnés depuis 2018 dans les territoires ruraux, ça n'est encore jamais arrivé. Mais la question reste ouverte. D'accord et du coup, donc là, c'est, tout aussi des programmes, où finalement vous accompagnez beaucoup des porteurs de projets, enfin tu as fait le profil type, hein, les porteurs de projets d'innovation sociale. Mmh. Est-ce que, vous avez déjà accompagné des projets, collectifs? Est-ce que, vous vous positionnez aussi, sur ce type de projet, qui nécessite un autre accompagnement? Et sinon, quelle est la complémentarité avec les acteurs du territoire? Mmh. Parce qu'il y avait une question sur, en quoi vous vous différenciez de, par exemple, de l'accompagnement d'Alter Incube. Donc je Mmh. pense que pour Bah, répondre tu à l'as cette très question. bien introduit du coup, Floriane. Tout à fait. En fait, sur notre première année d'expérimentation, on a accompagné un projet collectif, dans la Drôme, pour tester, parce que c'était aussi une volonté des acteurs avec lesquels on travaillait de pouvoir, expérimenter l'accompagnement d'un projet collectif. On se rend compte que l'ingénierie qu'on a développée aujourd'hui, ne correspond pas aux besoins de ces porteurs de projets parce que c'est spécifique effectivement, comme tu le disais, Floriane. Et du coup, il y a d'autres acteurs qui le font très bien, justement, Alterancube, qui fait notamment de l'accompagnement de projets d'innovation sociale, mais notamment les projets collectifs. Donc, on a pour habitude de faire de la prescription mutuelle entre, nos 2 programmes d'accompagnement et de se rediriger les porteurs de projets, le cas échéant. Donc c'est une des complémentarités qu'on peut avoir avec, des acteurs, qui sont aussi présents localement, dans les territoires ruraux et Alternacube, en fait partie effectivement. Et finalement, est-ce que tu partages le constat de, voilà, le besoin de renforcer la visibilité et la présence des acteurs de l'accompagnement donc sur les territoires? Ce qu'on disait à la fois au niveau de la plénière sur,
voilà, le maillage de l'accompagnement, ce que tu aussi es en train de finalement de rappeler à travers ta présentation. Et si oui, comment est-ce que vous, en tant qu'acteur de l'accompagnement, justement, vous pouvez participer à ça ou quels sont vos propres besoins pour renforcer votre visibilité et votre, oui, auprès des prescripteurs plutôt. Mmh. Bah, clairement, quand on lance un incubateur sur un nouveau territoire, c'est notre enjeu numéro un parce que si on n'a pas de prescripteurs, si on n'a pas d'acteurs qui travaillent avec nous localement, on ne détecte pas, de porteurs de projets. Donc l'idée, c'est vraiment d'avancer, collectivement avec les autres acteurs de l'accompagnement. Nous, ce qu'on fait en tout cas, en développant les incubateurs, on réunit à la fois les collectivités locales et les acteurs de l'accompagnement pour un premier comité, pour, présenter ce que peut faire, Ronagpia, et de voir comment ça résonne à la fois auprès des collectivités locales en se disant: «Est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce que nous, on rencontre beaucoup d'entrepreneurs de cette typologie-là sur notre territoire?» Et puis aussi auprès des structures d'accompagnement, qui nous disent, bah, soit, ce besoin-là pour les porteurs de projets, il y a déjà une réponse sur le territoire et c'est un tel qui répond. Soit, bah, en fait, non, effectivement, il y a un trou, il y a personne, il y a un trou dans la raquette, enfin, il y a personne qui accompagne, les porteurs de projets sur ce stade, de développement. Donc, oui, ce serait bien qu'on ait peut-être développe son incubateur. Donc je pense que la posture aussi de co-construction avec les acteurs locaux nous permet aujourd'hui de développer ces incubateurs, hem, parce que ça arrive en réponse, on va dire, à un besoin, comme les entrepreneurs sociaux, essayent de creuser le terrain pour voir quel est le besoin aujourd'hui de leurs bénéficiaires, bah, nous, c'est la même chose en fait. On agit de la même manière, on va rencontrer nos bénéficiaires et les structures d'accompagnement pour voir s'il y a un besoin et comment on pourrait y répondre. Donc voilà, après sur la mise en visibilité, aujourd'hui, bah, c'est nos partenaires locaux qui font beaucoup le taf pour nous, il faut le dire. Donc si on a, dans l'auditoire, je les remercie aussi, parce que c'est eux qui relaient nos appels à projets, qui vont identifier les porteurs de projets avec nous, qui participent au comité de sélection. Donc la détection, elle se fait vraiment en partenariat avec, les acteurs du territoire, avec des entrepreneurs aussi qui sont sur le territoire, qui ont déjà bénéficié de notre accompagnement et qui vont le relayer auprès, de leurs amis, de leur famille, de leurs différents réseaux, professionnels aussi. Et la visibilité, elle se fait en fait, pas par nous, avec un peu de recul, elle se fait beaucoup par, les acteurs déjà en place. Donc c'est beaucoup de temps aussi, ça il faut aussi l'entendre, c'est beaucoup de temps de notre structure, passé à rencontrer, ces différents acteurs, à se faire connaître et puis, à entretenir aussi, des liens et des collaborations opérationnelles aussi avec les acteurs avec lesquels on travaille aujourd'hui. D'accord. Merci. Du coup, il y a 2 questions là, je vois, qui sont assez, complémentaires. Il y a une première question, finalement sur, d'une fondatrice d'un tiers-lieu en milieu rural qui est souvent sollicitée pour accompagner des Mmh. projets dans leur création et leur développement et qui réfléchit donc à, développer cette activité d'accompagnement. Donc au regard de tout ce que tu as dit, et voilà, quels seraient tes conseils pour démarrer cette activité d'accompagnement du bon pied? Mmh. Hem Et puis il y a une autre question sur, un peu ce même registre sur, comment, vos avancées à Ronalpia et votre expérience peuvent être mises à disposition des autres territoires et quels Mmh. transferts de compétences peuvent être envisagés? Parce qu'il y a des choses qui sont prévues, donc ça fait Mmh. un peu de teasing aussi sur la suite. Pour répondre à la première question, du porteur de projet sur, l'accompagnement, pour les tiers-lieux, hem, de la même manière, si ça peut être, expérimenté, dans un premier temps, avec un projet parce que faire et accompagner, c'est pas la même chose, donc il faut voir aussi si cette posture-là plaît, aux porteurs de projet. Donc expérimenter, on va dire, avec, un porteur de projet, qui viendrait vers vous pour, lancer un tiers-lieu, se dire: «Bon, ben, on teste ensemble, un accompagnement» et essayer de le délimiter parce que sinon l'accompagnement ne s'arrête jamais. Pour essayer d'identifier aussi sur quelle phase, les besoins sont les plus importants, on va dire, et où est-ce que l'aide, elle est nécessaire aujourd'hui. Si c'est plutôt, sur la phase,
je cherche un local ou est-ce que c'est sur la phase, j'essaye de modéliser les différentes activités que je pourrais mettre en place dans ce tiers-lieu ou sur la phase de modélisation économique, rencontre avec des acteurs qui pourraient financer ce type de projet. Donc il y a différentes phases dans la création d'un projet, donc c'est identifier aussi, là où vous vous sentez plus légitime aussi pour accompagner les porteurs de projets. Et puis, rencontrer des acteurs qui le font déjà aussi, parce qu'il y a pas mal de réseaux qui accompagnent, les tiers-lieux aujourd'hui. Je pense à la Tram, qui est en Ardèche, il y a beaucoup d'acteurs qui se positionnent sur l'accompagnement de tiers-lieux. Village Vivant qu'on a entendu ce matin, au-delà de l'accompagnement à la recherche de locaux, accompagne aussi, les projets d'innovation sociale à modéliser leur offre et leurs solutions, on va dire, pardon. Donc se rapprocher aussi d'acteurs qui le font déjà pour, enfin, ils ont déjà «bossé» entre guillemets sur ces sujets-là, donc ça peut vous permettre aussi, de gagner du temps et puis de voir comment, l'offre, pourrait être complémentaire. Et ensuite, après, il y a différentes modalités d'accompagnement, hein. Ça peut être, de la prestation qui serait réalisée directement, par, vous, personne ou, la création d'une structure, associative ou autre, pour, fédérer un peu une communauté de cette typologie de porteurs de projets qui se lancent dans les tiers-lieux. Mais voilà, peut-être mon premier conseil, ce serait de se rapprocher de ceux qui le font déjà, et pour identifier un peu quels sont les besoins et vous, la complémentarité que vous pourriez avoir avec ces acteurs-là. Fait et j'en profite pour rebondir sur ce sujet-là. C'est dommage qu'on n'ait pas eu, Éric Rossi, Mmh. donc de Famille Rurale pour nous en parler parce que, Famille Rurale, donc association historique, hein, de l'ESS en milieu rural avec, plus de 2000 pardon, associations, sur tout le territoire et qui donc porte un projet pour le développement de tiers-lieux en milieu rural et parmi ces tiers-lieux, il y en a certains qui portent des programmes d'accompagnement. Mmh. Et on l'avait déjà entendu dans le cadre d'une autre visio sur, finalement quels sont aussi les profils de projets, qui arrivent par le biais de ces associations. Donc comme on disait, beaucoup de publics, entre guillemets «néo-ruraux», beaucoup de jeunes adultes qui avec, certaines fibres entrepreneuriales, enfin bref. Et dans les conseils et dans les choses aussi qui remontaient, c'était vraiment la nécessité de se raccrocher les porteurs de projets à des dynamiques qui sont déjà existantes sur les territoires, donc des dynamiques, des collectifs ou des projets en cours de création, donc faire le lien. Et puis, comme l'a dit Josépha, vraiment aussi, faire le lien avec, des acteurs déjà présents. Et là, pour le coup, dans cet exemple-là, vous êtes dans l'Allier et il y a notamment l'incubateur Coco Shaker qui là, vient de lancer, un cycle d'accompagnement, en itinérance dans l'Allier. Donc voilà, pas hésiter à aller directement, solliciter ces structures et leur demander, voilà, quelle est la complémentarité. Mmh. Il y a également une, question encore, Josépha, sur cette chaîne de l'accompagnement avec les autres acteurs, donc les collectivités locales, les financeurs, les DLA, Mmh. pour savoir plus précisément comment vous faites le lien, quelles sont les articulations entre les acteurs et ça revient toujours sur la question de la visibilité pour les porteurs de cette chaîne de l'accompagnement Mmh. et une question un peu plus précise sur votre lien avec France Active. OK. Voilà. Et du coup, je me suis rendu compte que j'ai oublié de répondre à l'autre question que tu m'as posée avant sur, est-ce qu'il y a un transfert, envisageable, sur d'autres territoires? Oui, c'est vrai. Hem Et du coup, à cette question-là, on y travaille. Aujourd'hui, Ronagpia a été aussi, heu, financé, par des structures aujourd'hui pour, expérimenter, on va dire, cet accompagnement en milieu rural. Donc l'idée, c'est de capitaliser, on va dire, sur, les différentes actions, qu'on a pu mener aujourd'hui. On travaille justement à la réalisation un petit peu de fiches techniques, voilà, comment on a détecté, les porteurs de projets, en se disant qu'il y a 1000 autres choses à explorer aussi que ce qu'on a fait, mais déjà pouvoir rendre compte des expérimentations qu'on a pu mener. Donc, comment on détecte les porteurs de projets, quels sont les modèles économiques aujourd'hui de nos différents dispositifs, en tout cas ceux qu'on teste. Comment on inclut, on va dire, les partenaires locaux à la fois, dans l'accompagnement, mais aussi dans la gouvernance de nos incubateurs au niveau local. Voilà, on essaye de capitaliser, on va dire, sur ces différentes thématiques et l'idée, c'est bien évidemment de pouvoir, le diffuser ensuite, à différentes structures d'accompagnement qui seraient, dans la région, mais surtout en dehors de la région, enfin Grenoble. Mmh.
Je ne sais pas si ça répond à cette question-là. Et pour la deuxième, sur la chaîne de l'accompagnement, souvent, ce n'est pas le rôle de Ronagpia, ce n'est pas ce sur quoi on nous attend de réécrire la chaîne de l'accompagnement. On y participe en tant que structure d'accompagnement. C'est souvent le travail des collectivités, en fait, et des pôles de développement économique qui travaillent justement à écrire un petit peu cette chaîne de l'accompagnement. On y participe parce que maintenant on a l'habitude de travailler avec cette typologie d'acteurs. Donc, par exemple, sur la question de France Active, nous souvent on arrive avant France Active, donc il y a pas mal de projets qu'on accompagne, sur la phase d'incubation qui se redirigent vers France Active après pour avoir accès, à des financements, et être accompagnés, de manière plus approfondie sur, la partie financement aussi. Donc, on travaille avec, tous les réseaux France Active des territoires, sur lesquels on a implanté. Donc, nous à Lyon, et sur l'Ouest lyonnais, c'est RDI. Dans la Drôme, on travaille avec Initiative 2607. Enfin voilà, on travaille beaucoup avec les plateformes, France Active justement sur à la fois l'accompagnement de nos porteurs de projets et comment faire suite, pour les entrepreneurs. Parce que l'idée justement, c'est de ne pas les garder trop longtemps non plus et de se dire, une fois qu'on les a accompagnés, vers quelle autre structure on peut les rediriger. France Active, par exemple, est dans tous nos comités de sélection aussi, justement sur, plutôt, avoir leur regard sur la viabilité économique des porteurs de projets qu'on sélectionne, même si c'est souvent compliqué au stade du prototypage, du projet, mais voilà, d'avoir, ce regard-là. Donc, ils sont vraiment investis à la fois sur la phase de détection, sélection et d'accompagnement des entrepreneurs. On est en train de travailler là aussi avec une CAE, par exemple, en se disant: «Est-ce que les coopératives par activité économique, elles arrivent avant, après nos dispositifs?» Et on se rend compte que ça peut être une belle sortie aussi aujourd'hui pour, les porteurs de projets qu'on accompagne, de commencer leur activité dans un cadre, sécurisé et sécurisant avec, un statut qui leur permette de tester leur activité. Donc et par contre, on arrive après, les premiers accompagnements qui pourraient être, délivrés directement par les services économiques des collectivités, parce que souvent il y a des personnes dans ces services qui font de l'accueil des porteurs de projets, de la redirection et des premiers accompagnements aussi. Donc, nous, c'est souvent les collectivités aussi qui nous redirigent des porteurs de projets. Donc voilà, au fur et à mesure du développement de nos incubateurs, des acteurs avec lesquels on travaille, on essaie d'affiner, ce maillage territorial et de mieux rediriger les porteurs de projets en fonction de leur stade de développement. Ça fait vraiment partie, d'un travail auquel on participe. Après, on n'est pas, c'est pas à nous de «coordonner» entre guillemets, cette chaîne de l'accompagnement, mais en tout cas, on y participe volontiers. Merci. Et puis, finalement, que ce soit avec le projet Tresson ou plus Mmh. largement les actions qu'on mène, on a aussi cette volonté de rendre plus visibles les différentes offres, leurs différentes articulations. Et j'en touche un mot parce que ça fait vraiment partie du sujet, mais on a lancé un collectif qui s'appelle Créa Rural avec cette volonté de renforcer les coopérations entre les acteurs qui accompagnent l'innovation sociale, les acteurs qui accompagnent le développement territorial, ou voilà, qui accompagnent des projets qui ne sont pas forcément d'innovation sociale, mais qui se posent la Mmh. question, et des acteurs, et voilà, tous ces acteurs locaux, parfois des DLA aussi, qui sont dans ce collectif pour savoir bon, bah, comment est-ce qu'on identifie les besoins, quels sont les différents types de formats qui existent, comment est-ce qu'on se partage cette expérience. Donc, si parmi vous, et j'ai vu avec le sondage qu'il y avait des acteurs de l'accompagnement Mmh. qui sont intéressés par cette dynamique d'échange, de partage d'ingénierie, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous à VIS ou RTS pour qu'on puisse bah, voilà, vous intégrer à cette dynamique et que vous puissiez participer bah, aux différents échanges qui ont lieu. Et puis peut-être avant de conclure, parce que la journée s'enchaîne sur les autres visios aussi, il y avait deux questions un peu plus particulières sur la démarche Impact ton territoire, donc Josépha, avec une question très simple. Est-ce que vous avez déjà programmé les prochains impacts dans le territoire, et est-ce qu'ils seront de la Drôme? Et une question aussi sur les liens existants avec Start-up de territoire. Donc là, il y a un start-up qui a eu lieu
le 17 septembre, il me semble, Tout à fait. dans la Drôme. Donc voilà, quels sont vos Mm. liens avec ces dynamiques-là et où seront les prochains? Ok. Sur les impacts en territoire, aujourd'hui, il y en a pas, j'ai pas de date à vous donner, dans la Drôme actuellement. Nous, on travaille notamment sur le territoire de la Biovallée, donc plutôt dans le centre de la Drôme aujourd'hui avec, l'association Biovallée d'ailleurs. C'est en cours de discussion, mais ce sera certainement plus sur 2021 et puis les différents éléments, sanitaires, actuels, c'est un petit peu compliqué de programmer de l'événementiel, en tout cas, prochainement. Mais en tout cas, on diffusera en tout cas notre communication, si on a des dates, prochaines. Sinon pour les prochains impacts en territoire, c'est à Voiron, en numérique, le 6, 7, 8 octobre prochain et le 12 et 13 novembre à Amberieu en Bugey. Et sur, l'autre question pardon, sur, start-up de territoire, on travaille beaucoup avec Start-up de territoire, notamment, sur Valence. Donc on était notamment à leur dernier événement, Percute, le 17 septembre dernier. Aujourd'hui, on se positionne plutôt sur l'incubateur, on va dire, post, sortie de start-up de territoire. Donc, s'il y a des porteurs de projets, à la suite, des journées start-up de territoire qui veulent se faire accompagner, ils peuvent se rediriger éventuellement vers Ronacpia. Après, on a été partenaire, par exemple, à Grenoble, du start-up de territoire qui a eu lieu en Isère. Enfin, on les connaît très bien et on avance avec eux. Par rapport, je ne sais pas si la question c'était, sur la différence pardon, avec impact en territoire, mais on n'est pas du tout sur les mêmes objectifs, on va dire, d'identification, de différents besoins sociaux et environnementaux du territoire auxquels, des collectifs de citoyens, s'emparent de ces sujets pour y répondre. Nous, on est plutôt sur, une journée où on accompagne des porteurs de projets qui viennent déjà avec un projet. Et ensuite, on les fait rencontrer aux acteurs de l'accompagnement citoyen et acteurs, publics aussi, du territoire. C'est très clair. Il y a une question sur est-ce qu'il y aurait une note de présentation méthodo de impact en territoire? Est-ce que vous avez ça C'est en cours. encore? C'est en Voilà. cours, ouais, tout à fait. Là, on arrive un petit peu à nos 2 premières années d'expérimentation, même si on continue de développer ces formats et d'en apprendre à chaque fois. L'idée, c'est de commencer à poser un petit peu cette méthodologie et avec nos retours d'expérience sur, les facteurs clés de succès, ce qui peut fonctionner et comment on pourrait l'améliorer aujourd'hui. En disant que c'est pas des formats figés, bien au contraire et pendant la plénière, on parlait, des ruralités en se disant que chaque territoire est différent et a des acteurs aussi en présence différents. Donc c'est des formats qui ont vocation aussi à évoluer en fonction, du territoire, de la typologie de porteurs de projets qui sont présents et des acteurs avec lesquels on travaille. Donc c'est plutôt effectivement, il y aura une note sur, la base méthodologique, on va dire, de ces formats-là. Après, libre à chacun de les adapter en fonction de où ils se situent. De s'en emparer, bien sûr. Et Tout à puis, fait. une remarque, voilà, on a une newsletter qui s'appelle la newsletter Tresson, pour être original, en lien avec le projet Tresson, et dans laquelle on partage un certain nombre d'actualités sur ESS et ruralité, toutes les dernières ressources qui peuvent sortir. Donc, soit créées et réalisées dans le cadre du projet Tresson, soit effectivement partager Mmh. voilà, des outils qui seraient réalisés par d'autres acteurs. Donc, une fois que ce sera en ligne et partageable, ce sera partagé dans cette newsletter, donc pareil, n'hésitez pas à vous inscrire. En tout cas, merci beaucoup Josépha, donc pour toutes ces informations, ces conseils, et pour tous les échanges qu'il y a eu aussi avec les participants.